Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours en bagnole pour optimiser mon temps et je vous partage mes analyses économiques, sociales, politiques et aussi historiques. Nous sommes lundi 28 mars et je voulais vous toucher un mot des mouvements sur le marché obligataire américain qui ont eu lieu vendredi 25 mars 2022 parce que ce sont des mouvements très importants. Ce sont des mouvements violents que nous avons pu constater donc, ce vendredi dernier. Il faut savoir qu'en ce moment, nous assistons à une inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Nous ne devons pas être très loin non plus au niveau des marchés européens, mais peu importe au niveau des marchés européens, je dirais que l'Europe est un marché secondaire du marché directeur américain. Donc on va se concentrer sur le marché américain. Sur le marché américain, on a vu donc une forte baisse des obligations vendredi. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel pour être relevé. C'est un marché lourd, c'est un marché assez stable, solide en temps normal. Et voir des mouvements aussi violents sur le marché des bons du Trésor américain, c'est quand même assez exceptionnel. Pas unique, pas rare, mais ça reste quand même très exceptionnel. Alors, on constate une chose très étonnante, qui est donc l'inversion de la courbe des taux. Et cette inversion de la courbe des taux, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un indicateur très fort de récession. C'est un indicateur qui annonce très fortement des récessions économiques à venir. Pourquoi? Parce que, alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la courbe des taux? Vous en entendez peut-être parler. C'est simplement le fait que vous avez différentes obligations à différentes échéances. Vous avez des obligations à 1 an, des obligations à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Et évidemment, le rendement, le paiement des intérêts, en quelque sorte, des coupons de ces obligations s'accroît avec le temps. Ça, c'est la logique. C'est-à-dire que si vous prêtez à l'État américain à 3 ans, vous serez rémunéré moins en termes de capital plus intérêt que si vous prêtez à 30 ans. Si vous prêtez à 30 ans, vous avez un risque temporel qui est plus important évidemment qu'à 3 ans. Vous avez énormément de choses qui peuvent se passer à 30 ans et donc ce risque supplémentaire temporel et in fine bien sûr aussi je dirais économique parce que vous ne savez pas ce qui va se passer au niveau des fondamentaux, au niveau de l'inflation, etc. Ça doit être rétribué. Donc finalement, la courbe des taux, c'est la courbe naturelle qu'on constate depuis presque toujours finalement, même si ça n'a pas toujours existé évidemment, mais je dirais depuis que le système bancaire s'est développé en Italie du Nord, nous avons toujours constaté plus ou moins cette courbe naturelle des taux qui s'étale et de façon progressive et en augmentant dans le temps. Simplement, vous constatez aujourd'hui sur le marché des obligations américaines que vous êtes payé plus pour prêter à 5 ans à l'État américain que pour prêter à 30 ans à l'État américain. C'est complètement absurde. Vous avez aujourd'hui une rétribution de un yield, ce qu'on appelle un yield, de 2,55% sur le 5 ans et sur le 3 ans c'est moins. Sur le 3 ans c'est moins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en somme, les prêteurs au niveau du marché obligataire américain ne veulent plus prendre le risque tout simplement de prêter à 30 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que l'inflation va complètement manger l'argent qu'ils vont prêter à l'État américain. Rendez-vous compte, imaginez que vous prêtez à 2,5% à 30 ans à l'État américain. Okay? Aujourd'hui, l'inflation officielle aux États-Unis est de 7 à 8%. Officielle. C'est-à-dire que l'inflation réelle est quand même plus élevée. Alors, même si vous croyez que la Banque centrale américaine est capable de juguler l'inflation efficacement et assez rapidement, vous allez quand même
sur au moins 2 ou 3 ans, perdent de l'argent. Et en plus de ça, vous avez une guerre mondiale avec la Russie, vous avez probablement une guerre qui arrive avec la Chine, enfin vous avez des risques énormes, vous avez des bulles aux États-Unis, vous avez une récession qui s'annonce aux États-Unis. Et donc, imaginez un peu la stupidité qui consiste à prêter à l'État américain 2,5% sur 30 ans. Enfin, avec 2,5% de rendement sur 30 ans. C'est complètement illusoire. Vos intérêts et même votre capital va être rogné par cette inflation de 8% qui, admettons, même si la Fed est efficace, ce qui est très peu probable, cette inflation pourrait tomber à 5%, puis à 3%, mais vous voyez, vous allez quand même avoir une perte sèche, une perte nette, sans compter tous les risques imprévisibles qui auront cours sur toute cette période de temps. Donc aujourd'hui, les investisseurs sentent que la récession est là, sentent que l'inflation ne va pas être jugulée aussi facilement qu'on croyait il y a encore un an, et donc ils commencent à se détourner des 30 ans américains, des 10 ans américains pour aller voir vers les 5 ans, voire les 3 ans US. Et en fait, ce qu'on constate d'ailleurs, c'est que, alors même si entre le 1 an et le 5 ans US, on a encore une courbe de taux positive, classique, normal, c'est-à-dire que vous êtes rétribué plus sur le 3 ans que sur le 1 an, ce qui est logique, eh bien cette différence est très très faible, c'est quasiment la même chose. Vous gagnez quasiment autant à prêter au budget US à 3 ans qu'à 5 ans. Donc, in fine, on va avoir une inversion totale de la courbe des taux, où en gros tous les investisseurs intelligents, la smart money, va se concentrer sur le 1 an ou le 3 ans US, parce qu'ils ne pourront pas prendre le risque de prêter plus longtemps avec des taux de 3% aux Américains, enfin à l'État américain. Ce qui veut dire que ceux qui vont intervenir sur ce marché vont être complètement avec la tête à l'envers, et on va avoir une dégradation assez forte des banques américaines, des bilans des banques américaines. Alors il faut savoir que les banques américaines se portent bien parce qu'en 2008, Ben Bernanke, B2, Bernanke, a flingué la Lehman, et donc il a calmé un peu les banquiers. En plus, il y a eu quelques peines de prison, mais vraiment voilà, sur les cas les plus extravagants comme Madoff, etc. Mais il y a quand même des cas de prison. Donc les banquiers US se sont un peu rangés quand même, contrairement aux banquiers européens. Les banques américaines se portent bien. Elles respectent les ratios prudentiels de BAL 2 et BAL 3, si je ne me trompe pas, qui sont de 1 pour 10. Et donc elles sont plutôt en bonne situation. Simplement, malgré tout, cette inversion de la courbe des taux va dégrader leur situation, et cette inversion de la courbe des taux qui va se répercuter en Europe va surtout dégrader le bilan des banques européennes, ces banques européennes qui, elles, sont déjà vraiment très mal en point, parce que là, pour le coup, on n'a aucun respect des ratios prudentiels sur les banques européennes. C'est-à-dire que les banques européennes, normalement, doivent avoir, toutes les banques, c'est une règle, je dirais, prudentielle, c'est une règle naturelle aussi qu'on a constatée par expérience, comment dit-on, je ne trouve plus le mot, par expérience simplement, à travers le temps, depuis toujours ces fameux banquiers d'Italie du Nord qui ont créé le système bancaire, le système de prêt et d'usure. Vous avez normalement, vous savez que si vous avez 10% de fonds propres en banque, vous pouvez prêter donc 100%. Voilà. Vous pouvez prêter 10 fois plus que ce que vous avez en fonds propres. C'est un peu ça la règle prudentielle, le ratio prudentiel. Or, aujourd'hui en Europe, on est bien au-delà de tout ça. C'est-à-dire que les fonds propres des banques sont extrêmement faibles par rapport à tous les engagements des banques européennes. Ce qui les fragilise énormément, puisque si vous avez une crise, si vous avez des retraits au niveau de ces mêmes banques, si vous avez un transfert de fonds de ces banques européennes vers d'autres banques, je sais pas moi, des banques russes ou des banques suisses, ou enfin peu importe, n'importe où, des banques asiatiques,
eh bien, ça va dégrader encore les fonds propres des banques européennes et in fine, vous pourriez avoir une sorte de bank run, en tout cas une crise de solvabilité assez importante au niveau des banques européennes. Bon, ce risque n'est pas à écarter. Cela dit, nous avons vu que les banques centrales aujourd'hui ont fait que l'argent est très peu cher, l'argent est gratuit quasiment, et donc ce risque de solvabilité a été reporté sur les banques centrales, donc sur les États, in fine. J'ai déjà pu vous en toucher un mot. Pour revenir donc au taux d'obligation et donc à l'inversion de la courbe des taux américaine, vous voyez que c'est un très mauvais indicateur, c'est un très bon indicateur d'une très mauvaise situation qui est une récession économique, parce que quand vous commencez à avoir absolument plus confiance dans la situation de votre pays à 5 ans et à 10 ans, ça veut dire que cette situation à 5 ans et à 10 ans elle sera mauvaise. Les anticipations sont mauvaises. Or, l'économie est basée sur les anticipations. Pourquoi? Parce que l'économie est basée sur l'investissement, l'investissement qui permet de gagner de la productivité, d'aller chercher des marchés, etc. Bref, d'ajouter de la souplesse, de la flexibilité à vos économies pour qu'elles aillent chercher la valeur là où elle est. Là, c'est tout l'inverse. On va jouer court terme, on va jouer prudent et on va jouer récession économique tout simplement. Plus donc cette inversion de la courbe des taux qui en elle-même crée de nouveaux problèmes, comme je vous l'ai dit, avec une dégradation de la solvabilité des banques. Alors pourquoi quand la courbe des taux s'inverse, on a une dégradation de la solvabilité des banques? Bref, les banques font moins d'argent. Vous savez que les banques vous rétribuent votre épargne assez faiblement. Il faut bien dire, aujourd'hui, le livret A en France, c'est quand même très faible. Mais bon, quand vous mettez votre argent en banque, vous vous dépossédez de cet argent et pour vous rétribuer de ce risque que finalement vous prenez de vous déposséder de cet argent et de ne pas le consommer tout de suite, eh bien les banques vous rétribuent un taux d'escompte, un taux d'épargne qui est de 1 ou 2%, disons. Okay, simplement, les banques, il faut bien qu'elles gagnent de l'argent, parce que ça leur coûte de l'argent. Et là où les banques vont vraiment faire de l'argent, c'est pas tant sur les frais bancaires, etc. Même si on en parle beaucoup, évidemment, les banques ont eu tendance à augmenter ce poste de recettes justement à cause de l'aplatissement de la courbe des taux progressive. Mais ce qui permet surtout aux banques de faire de l'argent, c'est justement une courbe des taux bien pentue, c'est-à-dire une courbe des taux qui rétribue bien plus à 10 ans qu'à 5 ans et bien plus à 5 ans qu'à 1 an par exemple. Okay, et c'est là-dessus que la banque fait son argent, c'est-à-dire que elle va utiliser finalement en gage, en garantie votre argent qui est déposé chez elle et qui globalement est stable. Elle va gager cet argent pour justement pouvoir prêter à des personnes qui vont payer donc 3 à 4%, d'accord, de taux d'intérêt pour un projet, je sais pas, immobilier, business, etc. Bon. Donc finalement la banque va payer 1% à ses épargnants et va avoir donc des fonds à disposition en plus de ses fonds propres, et sur ces fonds qui sont relativement stables par expérience, sauf crise et sauf bank run, etc., et bien la banque va avoir une crédibilité suffisante pour pouvoir engager des crédits vis-à-vis d'emprunteurs cette fois-ci, et donc elle va pouvoir prêter à 3%. Donc elle paye, disons schématiquement, je dis ça très schématiquement, elle va payer 1% à ses épargnants, à ses déposants, et puis elle va gagner 3% vis-à-vis de ses emprunteurs, ses prêteurs. Voilà. Et c'est comme ça qu'une banque fait de l'argent. Mais vous comprenez bien que quand la courbe des taux s'aplatit et même s'inverse, vous avez une dégradation de cette, de ce cash flow finalement positif. Hein. Quand vous ne gagnez plus 3% à 10 ans, mais que vous gagnez péniblement 1,5% ou 2%, et que à côté vous devez continuer à rétribuer les épargnants, les déposants à 1%, à 1,5%, et bien vous gagnez quasiment plus rien. Je crois qu'aujourd'hui les marges des banques, vraiment, c'est 0,30%. J'ai discuté avec une banquière qui travaille dans une banque détaillante assez présente au niveau national, et il me semble que la marge c'était
En tout cas, c'était sûr, c'était moins de 0,4% au niveau des banques. Donc c'est très faible, très faible. C'est extrêmement faible. Donc les banques sont mises en danger de ce point de vue-là. Donc l'inversion de la courbe des taux, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et aujourd'hui, vous avez une sorte de mini-panique qui accourt sur les marchés des obligations US parce que, évidemment, les intervenants sur le marché des obligations US, qui est un marché énorme, commencent à avoir peur et cherchent des portes de sortie. Il n'y a plus grand monde, en gros, pour acheter les nouveaux bons qui sont mis sur le marché par l'État américain. Mais ceux qui ont déjà des bons et qui comprennent qu'ils vont se faire trucider, massacrer par l'inflation notamment, et puis ensuite par la récession, enfin bref, par la stagflation, qui est une association entre inflation et récession, eh bien ils cherchent à se désengager de ce marché pour aller à minima se protéger sur les options, enfin sur les actions américaines, qui au moins ont toujours pour elles le bénéfice de la création de valeur éventuelle. On ne sait jamais, il peut toujours se passer de bonnes surprises sur les actions US, même celles qui sont surévaluées. Voilà. Alors que sur les obligations, vous savez que vous allez perdre, vous êtes sûr de perdre. Donc vous voulez vous désengager le plus vite possible. Or, quand vous voulez vous désengager, quand vous voulez vous désengager d'un mauvais actif qui est devenu un passif, eh bien, sauf à tomber sur un benet, sur un idiot, eh bien vous allez devoir décoter votre actif, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les obligations baissent fortement et ont baissé fortement vendredi dernier. Alors ça a été compensé par une baisse, plus ou moins une stabilisation sur le marché des actions. Mais on est vraiment dans une très mauvaise dynamique au niveau des marchés obligations US et cela est un très mauvais signal. Alors cela est un très mauvais signal aussi parce que vous avez une baisse sur les obligations malgré un relatif renforcement du dollar. C'est un réflexe pavlovien qui a concouru à ce renforcement du dollar parce que bon, là, quand il y a une crise, et là il y a une sacrée crise quand même avec la Russie et l'Ukraine, eh bien les investisseurs se disent voilà, la valeur refuge, le dollar, on achète du dollar. Bon. Sauf que le dollar n'est plus ce qu'il était, du tout. Les États-Unis ont un déficit commercial qui est gigantesque, ils ont une économie qui est moribonde, même si elle a énormément de ressources encore, mais pour l'heure elle est affaiblie. Et puis vous avez tout un tas de pays, l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Inde, la Russie, qui se désengagent des pétrodollars. Et ça, c'est un très mauvais signal pour le dollar. Eh bien, la seule raison pour laquelle des investisseurs étrangers extérieurs aux États-Unis pouvaient investir encore sur le marché des obligations, c'était en se disant bon, ok, sur les taux en tant que tel, je vais perdre peut-être, mais au moins le dollar est une valeur refuge, il va me sécuriser, il va monter, etc. par rapport à ma monnaie de merde. Éventuellement, vous avez des monnaies de merde, je sais pas moi, les monnaies turques par exemple. Voilà. Mais oui, c'est pas grave, on va quand même prendre des obligations US, on va changer nos lires turques en dollars. Et bon, même si on perd sur les taux d'intérêt, sur nos coupons d'obligations, eh bien, on gagnera quand même sur la monnaie. Et bien là, ça va plus du tout être vrai, puisque vous allez aussi avoir un affaiblissement du dollar. Et malgré donc le fait qu'on n'a pas encore cet affaiblissement du dollar, une stabilisation donc, du dollar pour l'heure, eh bien les obligations baissent quand même. Donc imaginez la baisse quand le dollar va lui-même baisser. Ça va être sale. Bien. Alors ce point sur les obligations US, et donc comme je vous disais sur les obligations européennes, mais en Europe ça va être pire. Ça va être pire en Europe. Parce qu'on part de plus loin, on a des banques qui sont dans une plus mauvaise situation, nos économistes sont dans une plus mauvaise situation, on va prendre le choc énergétique en pleine face. Enfin bref, tout ce qui se passe aux US va se passer en pire chez nous, en Europe. Et ça me permet de faire un point très rapide sur l'immobilier. Je reviendrai là-dessus bien plus en détail dans d'autres podcasts, mais je sais qu'il y a deux fétichismes en France, il y a la cuisine et l'immobilier. Voilà, donc l'immobilier c'est vraiment the valeur en France, on pense que par ça, et bon, je pense que c'est pour ma part le symptôme d'une économie, d'une nation décadente et dégénérescente, parce que franchement, bon, la cuisine, ok, ça va bien 2 minutes, Top Chef, tout ça, pourquoi pas, hein. Cela dit, bon, pour reprendre une expression de Laurent Fabius, il me semble, de
Ah, Laurent Fabius, oui, peut-être, ouais. Enfin bref, d'un ministre des Affaires étrangères. Comment dire, la diplomatie de la gastronomie, c'est quand même, ça va pas chercher très loin, quoi. Hein. Faut pas exagérer. Bref, et donc l'immobilier, la pierre, bon, c'est quand même pas un actif extraordinaire. Hein, je suis désolé, hein, c'est pas le symptôme, enfin c'est pas le révélateur d'une économie qui va de l'avant, qui regarde l'avenir avec confiance, etc. La pierre, c'est de la pierre, hein, ça reste de la pierre. Il n'y a aucun gain de productivité fondamentale là-dedans, il n'y a aucune création fondamentale. Un terrain, ça reste un terrain, une maison, ça reste une maison. Vous avez beau faire des travaux, voilà, ça va pas chercher très loin. Hein. Donc l'immobilier en France, c'est un sujet important, j'y reviendrai. Simplement, donc, pour revenir sur la situation aux US, et bien là, en ce moment, donc, vous avez un marché obligatoire qui se casse la figure. C'est un très mauvais signe, un révélateur, un indicateur d'une mauvaise santé économique. Évidemment, quand vous avez une mauvaise santé économique, eh bien, vous avez une perte de pouvoir d'achat, et cette perte de pouvoir d'achat, elle est aussi immobilière. Hein. Aujourd'hui, aux États-Unis, les prix des matières premières, les prix de consommation explosent. Et en plus de ça, les taux d'intérêt qui viennent d'être relevés par la Fed à 0,25 au niveau du taux directeur. Et donc, il y a une répercussion sur l'ensemble des autres taux à plus longue échéance. Parce que le taux directeur de la Fed, c'est un taux de refinancement à très courte échéance. Mais après, il imprime finalement son rythme à tout le reste, hein, à toute la pyramide des taux. Bien. Et bien, ces taux augmentent aussi. Hein. Et donc ça a un impact parce que beaucoup de foyers américains ont des taux variables aux États-Unis, contrairement à chez nous, on a beaucoup de taux fixes en France, ça c'est une chance en fait. Et donc ce qu'on constate, c'est que le récent indicateur des home builders, donc l'indicateur des constructions neuves aux États-Unis, est extrêmement négatif et vraiment mauvais. Et donc ça montre quoi? Ça montre qu'en gros, il y a une destruction de demande au niveau des logements neufs aux États-Unis. Parce que le pouvoir d'achat s'est affaibli au niveau des États-Unis et parce que vous avez des coûts de construction qui sont en train d'exploser. Et en plus de ça, les taux sont en train d'exploser. Bref. Donc pendant un temps, vous allez avoir, comment dire, évidemment un effondrement, hein, voilà, des constructions neuves, mais quand même un maintien du marché immobilier parce que les gens vont se réfugier sur les constructions existantes. Vous allez avoir une consolidation temporaire au niveau des constructions existantes. Cela dit, ce ne sera que temporaire parce que vu la récession qui arrive, ce marché donc va se consolider à un moment, ce sera le champ du signe et puis ensuite va commencer à décliner et puis à fortement diminuer assez rapidement. Il faut voir qu'aujourd'hui, les marchés immobiliers dans les pays occidentaux, sauf exception, sont en bulle. Et c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, aussi pour les Français qui ont un fétichisme, comme je le disais, de l'immobilier, qui ne voient que par l'immobilier, qui payent très cher leur immobilier. Sauf qu'en France, vous allez avoir aussi le choc démographique qui s'annonce avec le baby boom, le papy boom plutôt, je devrais dire, qui arrive en ce moment. Et donc vous allez avoir plus de vieux pour vendre leurs biens et toujours moins de jeunes pour les acheter. Donc forcément, ça va déséquilibrer encore le marché. Les taux augmentent aussi en France, évidemment moins rapidement qu'aux États-Unis, mais ils augmentent aussi. Or, comme je vous disais, il ne faut pas tant voir la valeur des taux dans l'absolu, parce que si vous faites la comparaison avec les taux des années 70 par exemple, vous dites bon, il y a de la marge, il n'y a pas de souci, même si on va à 2% de taux directeur, ça va pas être la mort. Sauf que nos économies dans les années 70 étaient beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides qu'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, une augmentation de ne serait-ce qu'1% des taux directeurs de la BCE aura un effet vraiment très très péjoratif, très négatif, très délétère sur l'immobilier. Vous avez un pouvoir d'achat qui est tellement faible aujourd'hui dans l'immobilier et vous avez une bulle immobilière qui ne s'est constituée quasiment que grâce à la baisse des taux que la moindre hausse des taux, même légère, aurait un impact très délétère, très important sur l'immobilier en France. Donc en France, vous allez constater aussi, je pense, la même évolution qu'aux États-Unis, c'est-à-dire une forte décote, une forte baisse sur les logements neufs. Et on voit de plus en plus des alertes des professionnels
du secteur en disant bah oui, notre secteur est fortement impacté, etc., sur la construction des logements neufs, etc., aidez-nous, bon. Et puis vous commencez aussi quand même à voir sur le marché immobilier macro, c'est-à-dire logement neuf et logement ancien, quand même un ralentissement, des craintes, vous commencez à avoir des coupures de presse là-dessus. Et donc moi je pense que il est complètement stupide d'investir dans l'immobilier sur 10 ans sauf avoir un rendement de 10%, quoi. Il faut que vous ayez aujourd'hui, si vous investissez dans l'immobilier à long terme, on va dire à plus de 5%, à plus de 5 ans, pardon, à échéance de plus de 5 ans, complètement stupide d'investir dans l'immobilier si vous ne trouvez pas un rendement brut d'au moins 10%. Il faut que vous ayez un rendement un rendement brut qui soit oui, de 12-13% pour au moins pouvoir supporter la baisse de pouvoir d'achat, la baisse des actifs en France liée à l'inflation qui aujourd'hui en France doit approcher les 10% facilement. Voilà. Donc pensez-y, l'immobilier c'est pas la martingale. Je pense qu'il y aura une énorme perte, destruction de valeur sur l'immobilier en France dans les années qui viennent, dans les 5 ans qui viennent. Et donc faites attention à vous, en tout cas dans les 10 ans vous serez perdant, ça c'est sûr si vous maintenez vos achats. Il est presque plus intelligent de vendre aujourd'hui son immobilier, si vous avez une logique strictement d'investisseur, je veux dire, si vous n'avez pas une valeur d'usage particulière. Donc si vous avez une optique d'investisseur, détenir un bien immobilier aujourd'hui, bon, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, il vaut mieux vendre et se mettre en location. Les loyers globalement pas tant que ça augmenté en France, précisément parce que les propriétaires ont des taux fixes, hein, comme je vous disais, contrairement aux États-Unis où il y a des taux variables. Et donc les taux variables aux États-Unis font que les gens qui doivent rembourser leurs prêts payent toujours plus chaque mois à cause de ces taux variables qui augmentent. Contrairement en France où ces taux restent fixes. Donc on a une tendance aux États-Unis à beaucoup plus vite augmenter les loyers qu'en France. Mais cela dit, cette tendance à augmentation des loyers, vous allez la constater en France, mais elle va arriver moins rapidement, plus faiblement, et finalement l'impact de l'augmentation des taux en France va être principalement au niveau des primo-accédants, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de capital, qui veulent accéder pour la première fois à l'immobilier et qui eux vont se prendre de plein fouet à cette augmentation des taux. Voilà ce que je voulais dire au niveau de l'immobilier en France. Je reviendrai là-dessus parce que on entend beaucoup dire que oui, mais l'immobilier c'est une protection contre l'inflation, etc. La seule protection contre l'inflation réelle et totale, je dirais, c'est l'or. En dehors de l'or et je dirais des matières premières, notamment aussi le pétrole, encore que sur le pétrole vous aurez de la volatilité, mais la vraie valeur refuge au niveau de l'inflation, c'est l'or. L'immobilier secondairement, parce que quand vous avez un immobilier en bulle qui est complètement déconnecté, très fortement déconnecté des fondamentaux économiques, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Si vous avez une bulle, vous avez une bulle, donc cette bulle va se dégonfler, hein. Or aujourd'hui, je ne suis pas sûr du tout que l'or soit en situation de bulle, d'inflation. À mon avis, l'or est très sous-évalué et l'immobilier est très surévalué, précisément à cause de ce fétichisme des Français par rapport à l'immobilier et aussi bien sûr par rapport à ces taux qui sont très faibles en Europe depuis très longtemps. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse parce que évidemment voilà, j'écoute tout ce qui se passe et je serais curieux de savoir ce que vous en pensez aussi. Likez si vous aimez, ne likez pas si vous n'avez pas aimé, c'est aussi simple que ça. Et puis abonnez-vous si vous voulez être bien au fait des prochaines publications sur ma chaîne et portez-vous bien. Salut!